Merci de nous rejoindre à cette table ronde sur le déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques en ville. C'est un sujet on ne peut plus d'actualité puisqu'hier, le gouvernement a annoncé consacrer 500 millions d'euros au déploiement de bornes de charge, en plus des 100 millions qui avaient déjà été prévus entre 2020 et 2023. En fait, l'enveloppe s'inscrit dans un objectif ambitieux, celui d'ouvrir 100 000 de ces bornes au public d'ici à la fin de l'année 2021. Mais en septembre dernier, la France n'en comptait en fait que 40 000. Et alors que l'échéance approche, il est désormais sûr que l'objectif ne sera pas atteint. Pourtant, on sait que le manque de points de recharge reste l'un des principaux freins à l'achat de véhicules électriques. C'est un peu l'histoire de la poule et de l'œuf. Sans voiture électrique, pas de borne de recharge. Et sans borne de recharge, pas de voiture électrique. Alors pour comprendre pourquoi les 100 000 bornes ne sont toujours pas là, combien d'entre elles doivent concrètement être installées en ville et surtout comment accélérer la cadence, nous accueillons aujourd'hui 4 intervenants. Arnaud Mora, fondateur de l'opérateur de bornes de recharge FreshMile. Bonjour. Gianluigi Indino, expert d'EY et spécialiste de la mobilité. Bonjour. Cécile Prévieux, directrice générale adjointe d'Engie. Bonjour. Et enfin, François Chollet, vice-président de Toulouse Métropole, chargé de l'écologie, du développement durable et de la transition énergétique. Bonjour à vous 4. Peut-être qu'on peut commencer par vous, Monsieur Chollet, pour essayer de comprendre finalement en quoi la charge de déployer ces bornes revient aux villes et aux métropoles plutôt qu'aux seuls acteurs privés. Je pense que à partir du moment où il y a une installation sur l'espace public, et c'est de ça dont il s'agit dans ce que vous dites, les villes, chacune des villes et donc les métropoles sont concernées. L'enjeu, quel est-il? L'enjeu, c'est de répondre à la demande, et vous avez dit effectivement que la demande était forte, elle s'est confirmée au cours de ces derniers mois. Juste un exemple sur Toulouse, entre avril et octobre 2021, le nombre de sessions de recharge a été multiplié par 3 sur le territoire. Donc la demande existe. Comment y répondre? Comment mettre à disposition l'espace public pour le faire? Les villes sont partie prenante. Et le souci des villes, c'est de répondre à la demande, et c'est aussi d'impliquer les citoyens dans cette démarche, et c'est aussi d'avoir une forme de schéma directeur général qui permette d'harmoniser la répartition et l'installation des bornes de recharge électrique. Et finalement, quelle est la réglementation aujourd'hui en la matière? C'est-à-dire combien doivent être déployés en ville, combien peut-être ailleurs? Comment ça doit se passer concrètement sur le territoire urbain? Alors en fait, c'est une réponse à la demande, et c'est surtout dans le système de réponse qu'il y a là derrière. Et effectivement, nous, l'option qui a été prise, c'est une option mixte finalement. C'est un système qui est un système, nous avons un système qui est un système public, qui est le plus ancien, dans lequel les collectivités de l'Occitanie, dans leur ensemble, ont investi, dans laquelle Toulouse Métropole a investi. Puis, pour massifier les choses, nous avons créé une société de projet, donc un secteur plus privé, avec la Banque des Territoires et un industriel, de façon à aller de l'avant et avancer et permettre d'augmenter le nombre de bornes. On voit que les métropoles agissent sur le sujet, les villes également. Donc pourquoi finalement l'objectif de ces 100 000 bornes n'est toujours pas atteint et quels obstacles finalement restent sur le chemin, Arnaud Mora, peut-être? Alors bon, effectivement, l'objectif de 100 000 bornes, même quand il avait été annoncé, paraissait difficilement tenable. Mais après, je pense pourtant qu'il ne faut pas se flageller. Je pense qu'en France, on a bien travaillé sur le sujet. Et vous mentionnez à peu près 40 000 points de charge publics qui sont aujourd'hui ouverts. C'est vraiment un nombre déjà impressionnant. Alors ça ne couvre pas que des points de charge publics, on va dire, par exemple, qui appartiennent à des collectivités. Aussi tout ce qui va être sur du foncier d'hypermarchés, de supermarchés. Ça, c'est aussi un point très très important. Ce qui est compliqué, il faut bien avoir ça en tête, c'est que dès que vous mettez des bornes de recharge, surtout si vous êtes en voirie, vous avez quand même beaucoup de réglementations à respecter. Il y a aussi des vrais problèmes techniques, le raccordement au réseau, et en particulier des délais d'études qui sont extrêmement longs. Et quand je dis extrêmement longs, c'est-à-dire que pour avoir la première étude, vous mettez 12 semaines. Donc vous voyez très vite qu'une fois que vous empilez tous les volets du dossier, ça peut prendre du temps. Et vous ajoutez à cela en ce moment le sujet de la pénurie de certains composants, qui est une réalité. Et aujourd'hui, même les fabricants de bornes eux-mêmes ont du mal à tenir les demandes, et on a des délais de livraison qui, au cours de l'année, se sont vraiment allongés de quelques semaines à 3, 4, 5 mois. Ok. C'est un obstacle que vous rencontrez aussi chez Engie pour vous. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous vous positionnez sur la chaîne au niveau des bornes de recharge
et quels obstacles vous rencontrez particulièrement sur le terrain? Alors, effectivement, le marché électrique est très dynamique, hein. On le voit sur les ventes de véhicules. Aujourd'hui, on a plus de 700 000 véhicules électriques ou hybrides qui roulent en France, bientôt 1 million l'année prochaine. On voit que ça reste très dynamique dans les ventes, malgré la baisse des ventes de véhicules. On a maintenant 18%, hein, presque 20% de véhicules chaque mois qui sont vendus à l'électrique ou à l'hybride. Et on voit bien que sur les bornes de recharge, on n'arrive pas à suivre, hein. C'était le constat que vous aviez dit. Alors, pourquoi on n'arrive pas à suivre sur les bornes de recharge? Alors bon, 40 000, ce sera peut-être 50 000 à la fin de l'année. Je pense que ça sera la moitié de l'objectif qu'on aura fait. Si je prends l'exemple par exemple de l'Angleterre, ils sont déjà à presque 200 000, voire plus de 200 000 bornes installées aujourd'hui. Donc pourquoi on n'y arrive pas en France? Alors d'abord, la réglementation, elle n'est pas très, on va dire, obligatoire, hein. On a eu les zones à faible émission, hein, qui ont été notamment définies dans la loi LOM il y a quelques années, renforcées avec la loi climat résilience, qui là pour le coup oblige quand même les métropoles et de plus de 150 000 habitants à déployer des mesures pour réduire la pollution dans les villes, puisque le véhicule électrique, c'est évidemment de la pollution, donc de gaz à effet de serre, la pollution sonore. Donc ça a incité quand même pas mal de métropoles, et d'ailleurs on travaille avec monsieur Morin sur Strasbourg, hein. C'était vraiment les ZFE qui ont lancé le déploiement des véhicules électriques sur l'Eurométropole de Strasbourg. Donc Paris est déjà très en avance sur les ZFE avec les vignettes critères, mais on voit que ça a vraiment été une mesure qui a pu mobiliser les villes et les métropoles. Pas toutes encore ont fait le pas. Alors ensuite, le sujet, c'est aussi comment on organise ça. Effectivement, est-ce que c'est aux collectivités à investir, ou est-ce qu'on peut avoir aussi un transfert du partenariat public-privé pour investir, puisque c'est quand même des investissements assez importants. Donc là, il y a des solutions, hein, de concession de services qui permettent de donner, et c'est ce qu'on a sur Strasbourg, c'est ce qui se passe aussi sur Marseille, où vous donnez en fait l'autorisation à un privé d'investir sur 10 ans, 15 ans. Donc c'est une AOT, hein, donnée par la ville, une exclusivité, et en contrepartie de quoi il y a une redevance qui revient à la ville sur les recettes. Et ensuite, effectivement, le privé peut déployer en concertation avec les élus, bien sûr, et c'est ce qu'on fait, la localisation des bornes de recharge. Donc il y a des solutions. Après, il y a les villes, mais il y a aussi les périphéries urbaines, et il y a le maillage des territoires, puisqu'on ne peut pas non plus ne voir que de la mobilité en ville. Il faut qu'on puisse mailler tous les territoires. Et aujourd'hui, par exemple, sur les autoroutes, la réglementation aussi est positive, puisque chaque aire d'autoroute doit être d'ici 2022, fin 2022, avoir des bornes électriques, hein. Et donc là, on est sur l'ultra charging, ultra fast. Donc ça aide, mais c'est pas non plus, on n'a pas de schéma directeur, on n'a pas de pénalité, on n'a pas. Ça, c'est sûr que c'est aussi au bon vouloir, hein, et aux initiatives locales pour déployer ces réseaux-là. Vous avez parlé des différents modèles contractuels qui peuvent exister, et on y reviendra. Mais concrètement, en ville, où est-ce qu'il faut mettre des bornes? En voirie, éventuellement sur des parkings, et pour quels usages? J'essaie d'adresser cette question. Alors, déjà, une évidence, les villes se doivent se saisir du sujet de l'électrification, parce que la création des valeurs, du moins du côté des services, ça se fait beaucoup en ville. Deuxième chose, face aux tendances de fond d'urbanisation, la disponibilité de bornes de recharge en ville répond à l'attractivité du territoire français et tout simplement à la vivabilité, si ce mot existe en français, vivabilité des villes. Donc on le doit aux citoyens, entre autres, d'avoir la possibilité de se charger quand il le faut, comme il le faut. Devant ces évidences, les villes ont quand même une équation un peu plus compliquée à résoudre, parce que plus que des territoires moins denses, ils ont les cas des usagers intensifs. Je prends deux exemples. C'est tous les véhicules du dernier kilomètre, qui est typiquement un phénomène urbain, et les taxis ou les Uber. Pour ces gens, la borne à 7 kV ou 11 kV ou même 22, ce n'est pas une solution. Ensuite, les villes ont un segment de la population
qui est unique, enfin en tout cas plus présent en ville, c'est les gens qui ont un appartement, un lieu de vie, mais ils n'ont pas de parking. Donc pour ces gens-là, on ne peut pas résoudre l'équation de la charge en disant « je facilite l'installation chez vous ». Qui est d'ailleurs, ça va résoudre 40% des cas de charge. Et pour terminer, effectivement, en ville, c'est un peu plus compliqué de faire des travaux, c'est plus long et plus cher. Et donc, je pense que les villes doivent aux citoyens de ne pas se rater. Personnellement, je pense que le modèle dans lequel on tapisse une roue complètement avec des bornes de faible puissance, avec l'idée d'avoir une borne par chaque voiture, c'est économiquement pas viable, c'est pas la bonne solution. Et donc, devant toute cette contrainte, effectivement, les villes ils se doivent de bien réfléchir à comment déployer les bornes, où et quel type de borne. Et, oui, vous voulez réagir, monsieur Morin? Après, il faut voir que faut pas perdre de vue que si vous prenez le nombre de recharges qui va être fait par an par une voiture ou sur un groupe de voitures, vous allez avoir 80-90% qui sont faites à la maison ou au travail et 10 à 20% seulement en public. Ça va pas trop changer. Donc plus vous êtes dans une métropole dense, et comme vous l'avez dit, effectivement, on ne peut pas se garer, donc on se gare dans la rue parce qu'on n'a pas de parking en sous-sol. Donc là, on a besoin d'avoir effectivement des bornes de charge publiques. Plus vous allez dans de l'habitat, on va dire périurbain, où les gens ont tendance à avoir un garage, vous avez très très peu besoin en fait de la borne publique. Et ce qui se passe, c'est que la recharge, même à 350 kW, c'est une contrainte. Pourquoi? Parce que ça prend quand même un petit peu de temps. C'est-à-dire que même à très forte puissance, il ne faut jamais perdre ça de vue, ça va vous prendre au moins 15-20 minutes. C'est pas comme faire le plein avec 3 minutes, et ce ne sera jamais le cas. Donc ça veut dire que aller se recharger, c'est une contrainte. Moi, ça fait 10 ans que je roule électrique, donc je peux vous dire que c'est un peu une contrainte. Mais donc de ce point de vue-là, ça veut dire qu'on se charge volontiers là où la voiture est naturellement garée et arrêtée. Et donc ça peut être effectivement au domicile, ça peut être au travail, ça peut être dans les commerces. Avec Engie, par exemple, on équipe tous les centres Leclerc de France. Je peux vous dire qu'ils mettent des dizaines de bornes sur les parkings. Et quand vous avez ça, dans la rue à côté, vous avez nettement moins besoin d'avoir des bornes de charge publique. Parce que ça va être plus simple. On peut toujours avoir ça en tête. Et quant à la puissance, ça dépend vraiment du cas d'usage. En effet, avoir donc des bornes de très forte puissance en ville, ça peut être utile pour les flottes type taxi. On a besoin sur l'autoroute de façon... Oui, peut-être le mettre... On ne vous entend pas. Pardon. Sur les autoroutes, on a besoin de forte puissance. En ville, on aura besoin essentiellement pour les livreurs, ce genre de choses. Et tous les endroits où les voitures restent garées longtemps, les bornes à 7 kW ont encore un bel avenir devant elles. François Chollet, j'imagine que c'est un véritable enjeu. Donc vous parliez tout à l'heure des schémas directeurs, de l'étude des gisements, de l'usage en fait qui sera fait de ces bornes. Donc il faut établir finalement quelle puissance pour quelle borne, à quel endroit. En fait, comment tout ça s'est établi? Et au-delà de ce que vous dites, la répartition ne se limite pas, loin s'en faut, à l'espace public. L'espace public, c'est une chose, mais dans une métropole, les principaux trajets journaliers, ce sont les trajets domicile-travail, qui sont des trajets de faible amplitude en général, moins de 10 km, et qui sont justement accessibles, doivent être accessibles à cette mobilité électrique. Donc c'est tout aussi important de développer des bornes électriques sur les sites du travail et sur les sites, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous disiez là-dessus, c'est que les copropriétés, par exemple, sont encore, je trouve, pour les plus anciennes, très réticentes. C'est compliqué d'installer des bornes électriques au sein des copropriétés. C'est le cas le plus compliqué. Chez nous, ça représente, les copropriétés de plus de 30 ans représentent 50% du bâti et du logement. Et c'est compliqué d'aller installer des bornes électriques au sein de ces copropriétés. Or, pourtant, il y a là un gisement qui est un gisement considérable. Donc, il y a l'espace public, mais il y a aussi l'espace privé qui est capital là-dessus. Vous avez parlé d'une chose très, très importante, qui est celle du dernier kilomètre. Ça, cette question, nous sommes en train d'y travailler dessus. Elle a un potentiel colossal en matière de gaz à effet de serre et de réduction de gaz à effet de serre, peut-être un peu négligée jusqu'à maintenant. Et donc, cette mobilité électrique du dernier kilomètre, la mobilité électrique de la livraison, c'est un élément qui est un élément extrêmement important. Et enfin, ce que je voulais dire, c'est qu'au-delà de l'espace public, au-delà de l'espace privé, il y a également
toutes ces négociations avec les parkings, tous les parkings concédés que chacune des villes et des métropoles a, où par exemple nous sommes en discussion pour que, conformément à ce qui est demandé, 5% des places de parking concédées, et ça représente quand même un certain nombre de places, puissent être équipées de bornes de recharge électrique. Je vais revenir sur cette histoire effectivement du droit à la prise. C'est une mesure qui a été sortie en France assez tôt, donc c'était assez visionnaire et je pense effectivement que c'est plus important de faire marcher le droit à la prise que de focaliser sur des bornes publiques à gestion publique d'ailleurs. Il faut distinguer les deux choses parce que pour les villes effectivement c'est la solution naturelle. Encore une fois, 80% des cas d'usage, des charges, de l'acte de recharge, se fait entre la maison et les lieux de travail. Donc, si on arrive à donner la possibilité à ces deux Français ou deux personnes qui habitent dans les villes sur 100 de forcer la copropriété à l'installation de bornes, et aujourd'hui, il y a ceux que les syndics essayent de faire leur travail, mais c'est un maillot de la chaîne un peu faible quand même. Ils ne sont pas des acteurs économiques très gros et pas forcément les plus organisés. Et les droits à la prise, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il y a des difficultés à engranger. Il y a des entreprises privées comme The Plug qui se sont fondées pour ces segments en particulier. Et pourtant, les résultats ils sont en deçà de ce qu'on aurait pu attendre. Donc, je vois bien donc, que finalement, la vraie question, ce sera, en tout cas une des grosses questions, ce sera celle de la copropriété. Est-ce que vous, par exemple, en tant qu'acteur de cette chaîne de valeur, vous vous positionnez en copropriété ou ça reste finalement trop marginal encore aujourd'hui, trop difficile? C'est un axe majeur. Donc FreshMile, on s'est occupé dans les 10 dernières années surtout de bornes publiques parce que le marché était là. Donc on fait de plus en plus de bornes, comme les commerces dont je parlais tout à l'heure, de plus en plus de bornes au travail et on fait de plus en plus de bornes à domicile et en copropriété en particulier. Et on fait même aujourd'hui une grosse demande qu'on a, et un des gros facteurs de croissance, ce sont les entreprises qui passent leur flotte à l'électrique. Et c'est très drôle en fait parce qu'ils commencent par acheter la voiture. Je vais faire le parcours, c'est intéressant. J'achète la voiture, là ils disent il faut mettre une borne. Là on parle de voiture de fonction ou de voiture de service. Donc ils mettent une borne à l'entreprise. Et après ils disent mais en fait, si on veut que mon collaborateur lundi matin, sa voiture soit rechargée sans qu'il vienne d'abord la recharger à l'entreprise pour commencer sa semaine, il va falloir qu'il se recharge à la maison. Et donc là, il faut être capable de mettre des solutions où on va pouvoir recharger à la maison un véhicule d'entreprise sans que pour autant ce soit le collaborateur qui paye, puisque c'est une voiture d'entreprise. Donc ces services-là, autant c'est les choses qu'on a sorties, et il y a une énorme demande là-dessus, les entreprises en ont besoin. Et ensuite, en copropriété, il y a quelque chose de très intéressant qu'a fait la Caisse des dépôts, la Banque des territoires, donc c'est une des parties de la Caisse de dépôt, qui est la mise en place d'un fonds de financement des infrastructures en copropriété pour justement s'assurer qu'on puisse déployer à coût zéro pour les copropriétés de l'infrastructure amont, donc qui permet d'équiper la copropriété, comme quand on tire la fibre, vous savez, votre appartement votre immeuble a été fibré, et qu'en fait chacun puisse derrière, dans les années qui viennent, brancher sa borne sans que pour autant les copropriétaires aient dû mettre la main à la poche et sans pour autant créer de monopole privé sur une copropriété. Donc ça, c'est des choses qui commencent à marcher bien et je pense qu'on va avoir une croissance énorme là-dessus. Par contre, en termes de travaux, c'est extrêmement compliqué et comme vous disiez, 50% en plus de 30 ans chez vous à Toulouse, chacune des copropriétés est un cas particulier parce que ça demande une configuration particulière. Donc c'est vraiment un sujet plus compliqué. Mais c'est essentiel. Sans ça, ça ne marchera pas. Si vous permettez, pour compléter ce que vous disiez sur les copropriétés, il y a un frein que l'on voit, nous, assez clairement, c'est que, je m'adresse aussi aux fournisseurs d'énergie dans ce cadre-là, c'est que quand vous êtes dans une maison individuelle, vous branchez votre voiture sur votre compteur, il n'y a pas de changement d'abonnement. Quand vous êtes dans une copropriété, pour l'instant, il y a un deuxième abonnement, et donc un coût qui est un coût différencié, et vous ne branchez pas votre voiture sur votre propre compteur. Et je pense qu'il faut travailler cet aspect-là, qui est un aspect un tout petit peu dissuasif pour les gens, que de dire je vais avoir finalement 2 abonnements au sein du même collectif pour mon électricité dans mon appartement et puis pour mon garage et ma voiture. C'est justement une des parties de ce qu'a adressé le fonds de la Caisse des dépôts, puisque ça permet de prendre
ce point de livraison additionnel dans les coûts d'infrastructure, et donc effectivement de tirer une deuxième boucle, c'est-à-dire on va dire des deuxièmes communs sur lesquels on va avoir les bornes séparées du reste de l'immeuble. Dans la plupart des cas, c'est comme ça que c'est fait. Oui. Ok, ça c'est de l'investissement, mais je dis qu'en termes de fonctionnement, avoir 2 abonnements à l'électricité pour son appartement et sa voiture, c'est pas incitatif pour les personnes. Donc, Alors, oui, pardon. effectivement, hein, je confirme qu'en tant qu'énergéticien, on a peu voire pas du tout, hein, de contrats aujourd'hui et de déploiement d'infrastructures sur le collectif, hein. Donc le résidentiel collectif, finalement le résidentiel individuel, ça, il n'y a pas de souci, hein, c'est généralement vendu avec la voiture, votre borne. Alors c'est vrai qu'il y a le droit à la prise, mais le droit à la prise, encore une fois, c'est déjà mieux qu'avant. Mais ça suppose une démarche individuelle. Il y a 3 mois, le syndic ne peut pas s'opposer dans les 3 mois. Mais on voit bien que ce n'est pas ça qui va massivement en fait, déployer l'électrique dans le résidentiel collectif. Donc moi, j'ai vu les annonces la semaine dernière du gouvernement anglais qui, dans le cadre de sa réglementation des bâtiments, a obligé en fait l'ensemble des nouveaux bâtiments ou des rénovations de bâtiments existants, que ce soit le résidentiel ou le tertiaire d'ailleurs, sur les commerces, à équiper en fait de bornes électriques, hein, donc ces résidences. Et ça c'est massif, hein. Ils peuvent annoncer 145 000 bornes par an de plus grâce à cette réglementation. C'est vrai qu'en France, on a la RE 2020 hein, qui est sortie sur l'énergie, qui n'a pas adressé ce sujet de la mobilité malheureusement, mais qui aurait pu être un vecteur pour obliger sur le collectif et le résidentiel collectif à déployer des bornes. Donc ça, c'est des mesures réglementaires. Alors il y a une très bonne initiative de la Caisse des dépôts, mais c'est vrai qu'en termes de réglementation en France sur la partie résidentielle, ça manque en fait aussi pour pouvoir de manière plus massive avoir ces déploiements et pas que ce soit juste l'individu qui fasse la démarche, qui est toujours compliqué. Et voilà, donc ça pourrait fluidifier. Malheureusement, on n'a pas encore ça, mais pourquoi pas dans les prochaines années, puisqu'il y a encore des annonces de subventions, donc pourquoi pas aussi une modification de la réglementation. Alors Strasbourg l'a fait justement, ils ont pensé le sujet, et depuis l'an dernier, quand vous faites justement une construction de nouveaux bâtiments résidentiels ou tertiaires, vous avez une obligation de pré-câbler, mais aussi d'avoir des places qui sont déjà équipées avec des bornes. Donc on parle que du neuf, mais effectivement c'est exactement dans le sens que vous dites. Si c'est réglementaire, nécessairement les chiffres vont suivre. Et comment ça se fait que ce ne soit pas encore à l'ordre du jour, cette réglementation, comme il y a pu y avoir outre-Manche? Est-ce que ça devrait arriver là dans les prochaines années? Alors, elle est déjà sortie, hein, c'est la RE 2020, il n'y a pas cette partie-là, ça aurait pu être un bon vecteur. Maintenant, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a un complément qui soit fait sur cette partie mobilité. Ensuite, là, il y a des annonces sur les subventions, hein. Je ne dis pas qu'il n'y a rien qui est fait côté pouvoir public, on a encore plus d'aide, et ça aussi, c'est très bienvenu. Mais c'est vrai que voilà, ça manque et on peut continuer à le proposer, hein, restons optimistes, c'est positif. C'est pas irrationnel non plus, parce que, encore une fois, 40% des charges à la maison, 40% au lieu de travail, 20% qui restent. La loi l'homme, plus ou moins perfectible, ce que vous voulez, adresse les 40% des charges en entreprise. Les entreprises sont censées avoir les rênes solides pour absorber la réglementation. Et je sais, pour avoir travaillé, par exemple, pour des opérateurs de parking, et c'est une réglementation contraignante. L'étape d'après, effectivement, ça devrait être d'adresser les autres 40% avec un peu plus de difficultés politiques, si vous voulez. J'espère ne pas en face de personne. Parce que là, pour le coup, vous demandez à un privé de mettre en main un portefeuille. De dire, vous voulez le déploiement des bornes, la moitié des charges, à quelque chose près, ça sera chez vous. Et maintenant, vous mettez la borne chez vous, avec tous les charges de copropriété qui vont avec. Donc l'ordre, ce n'est pas illogique. On est un peu en retard, et je vais revenir, j'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas sûr que le déploiement des bornes accessibles au public en France soit vraiment en retard. On est sur un ratio d'une borne publique accessible à des voitures électriques, pure électriques, de 1 sur 9, qui est dans les bornes, enfin, et dans l'intervalle 1 sur 7, 1 sur 10, qui est recommandé un peu partout. Donc c'est toujours la poule à l'œuf, mais pour l'instant, on est dans les clous. Donc, en réalité, la mesure difficile, c'est ça, effectivement, de convaincre les Français que ce n'est pas juste à l'État de mettre des bornes sur la voirie, c'est la mauvaise solution, c'est de forcer les bâtis, même pas les nouvelles constructions, les bâtis à s'équiper.
Juste pour aller dans ce que vous dites, il y a un moyen d'action qui est utilisé actuellement pour forcer, aller dans le sens de ce que le gouvernement britannique a fait, ce sont les documents d'urbanisme. Et en fait, actuellement, et c'est ce que nous faisons sur Toulouse Métropole, c'est que les documents d'urbanisme pour l'ensemble des nouvelles constructions ils sont adjoints des clauses qui imposent l'installation de bornes électriques. Donc moi je pense que tout l'avenir, les bâtiments qui sont en train d'être construits, qui vont être construits, ne posent pas vraiment de problème. Ce qui va poser problème, ce qui pose problème, c'est les bâtiments les plus anciens. C'est un sujet majeur, bien sûr, mais enfin, j'imagine, par exemple, à Paris, donc il y a des copropriétés, il y a des parkings, il y a des possibilités, malgré tous les obstacles dont vous avez parlé, d'installer des points de recharge. Mais il y a aussi toutes ces personnes qui devront se charger en voirie parce que pas de parking à disposition, parce que copropriété, mais pas d'infrastructure possible. Et donc, il y a quand même cette question de la voirie qui est primordiale. Vous êtes d'accord? C'est vraiment le sujet. C'est-à-dire, si une voiture est garée naturellement en endroit, alors effectivement, on peut se dire que là, il y a intérêt à avoir une borne de charge pour qu'elle passe à l'électrique. Donc, comme vous dites, vous êtes à Paris, on voit bien que les rues ne sont pas désertes, les places de parking sont prises. Donc, oui, il y aura, on s'en parlera dans 3 ans, il y aura infiniment plus de bornes qu'il y en a aujourd'hui et elles seront utilisées. Et c'est à bon escient. Est-ce qu'il y a des politiques qui ont été menées ou des projets qui sont finalement un peu à bannir ou au contraire des choses qui sont plutôt intéressantes dans l'installation en voirie ou autre, je ne sais pas, sur la puissance des bornes, sur la manière dont on les installe, ou je ne sais pas si vous avez des exemples? Alors, nous, on gère des bornes dans les métropoles assez denses, comme dans des territoires, on va dire, ruraux ou périurbains beaucoup moins denses. Ce qui va se passer, je pense quand même, c'est un peu comme les stations-service. Vous savez, dans les années 70, vous avez 40 000 stations-service en France. Aujourd'hui, vous avez à peu près 14 000. Ça fait extrêmement concentré. Là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on met des bornes, on va dire, un petit peu partout. Parfois, on se demande pourquoi elle est là, très franchement. Quand vous regardez les statistiques d'usage, au bout de 3 ans que vous voyez qu'il y a une charge par mois, ça arrive, hein, ça arrive. Bon, vous dites bien que celle-là, un jour, elle sera déplacée ou elle sera fermée. Simplement, si on se met aujourd'hui ou même il y a 2-3 ans, se dire est-ce que c'est une bonne idée de mettre une borne à tel ou tel endroit, c'est extrêmement difficile. Je prends un exemple dans le Gers. C'est pas loin de chez vous. On fait tous les territoires qu'il y a autour de chez vous. Dans le Gers, quand on a installé les bornes en 2015 ou 2016 avec le syndicat départemental d'énergie là-bas, on a compté, il y avait plus de bornes que de voitures électriques, quand même, hein, dans le département. Et il y en avait quasiment dans tous les villages. C'est rural le Gers. Eh bien, on s'est dit, bon, ça va jamais marcher. Il y a des villages, effectivement, il n'y a pas de borne, il n'y a pas de charge, pardon. Vous allez dans le village d'à côté, la borne fonctionne tous les jours. Parce que c'est tellement aujourd'hui drivé, si vous me permettez de passer l'expression, par on va dire des clusters de quelques voitures électriques qui sont mises là ou là et qui vont du coup utiliser la borne. On a eu le cas aussi à Saint-Avold. Saint-Avold, en Moselle, on ne s'attendait pas non plus que ça marche vraiment. Eh bien, il y a un coursier, donc là on parle de dernier kilomètre finalement, qui a passé toute sa flotte à l'électrique, qui était à quelques kilomètres, qui a mis son hub finalement à Saint-Avold, et il a représenté la moitié des recharges sur les bornes de charge rapide, et il a fallu mettre plus de bornes. Ouais. Très bien, excellent exemple. Il faut savoir qu'enfin, c'est tout récent, le ministère de la Transition écologique a demandé aux collectivités de faire un schéma directeur. Il ne l'a pas imposé, mais il a fortement recommandé. Je dis enfin, parce que ça aurait dû être une chose à faire bien avant l'annonce des 100 000 bornes, qui a eu une valeur médiatique, donc ça servit quand même à quelque chose. Mais enfin, les collectivités, ils doivent se poser la question de dire où je mets les bornes, de quelle puissance. Et derrière, il y a un incentif économique au porte-clés en termes de contribution au CAPEX et 30 000 € de mémoire de contribution à l'étude de la Banque des territoires. Je pense que ça va résoudre cette histoire de on saupoudre des bornes et on verra. Mais après, c'est assez complexe parce que prenons le cas de Paris, il est simple parce que vous avez des rues et puis ça s'arrête là, il n'y a pas grand-chose d'autre. Qu'est-ce que je veux dire? Dans le cas de Strasbourg, qu'on connaît bien, on a fait un plan de déploiement sur plusieurs années. Donc on va mettre des bornes et puis il y en aura effectivement quand même pas mal. Il y aura pas mal de bornes, on parle de quelques centaines sur une collectivité qui fait 500 000 habitants. Mais c'est moins dense que Paris. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes sorti de, on va dire, la ville impériale allemande et du centre historique, c'est quand même moins dense. Donc on s'est dit on va mettre des bornes là et là. En même temps, on connaît bien nos amis de Leclerc, puisqu'on fait aussi leurs bornes.
Si là, le parking du Leclerc, qu'on ne trouvera pas à Paris, hein, mais décide de s'équiper de 70 bornes, l'investissement qu'on aura fait 3 rues après, est-ce qu'il sera rentable? Vous pouvez faire tous les plans que vous voulez, vous n'avez pas la maîtrise sur ce qui se passe à côté du foncier public, et c'est normal. Et là, ça devient extrêmement complexe dès que vous sortez d'endroits hyper denses. Et ça, on n'a pas la réponse. Ouais, en fait, il faut un peu anticiper aussi le jeu de tous les acteurs, essayer de coordonner. Mais c'est pour ça que, pour moi, la ville et la métropole, c'est vraiment l'endroit idéal pour avoir cette vision coordonnée. Ensuite, il y a aussi les besoins, hein, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de bornes lentes pour recharger la nuit. Il y a des endroits où il y a besoin de recharge plus rapide, hein, c'est ce que vous disiez. Donc, il faut aussi qu'il y ait cette gamme, en fait, et des gammes de prix associées, parce qu'évidemment, c'est moins cher de faire sa recharge la nuit pendant plusieurs heures et de la reprendre le lendemain plutôt que effectivement de charger en 30 minutes ou 15 minutes. Donc ça aussi, il faut qu'il y ait la diversité pour les gens, hein, pour que chacun puisse choisir aussi le coût qu'il a envie de mettre et que ça corresponde aussi à des modes de vie. Donc c'est vrai que c'est assez complexe en ville, hein, il faut vraiment pouvoir anticiper ça. Après, à nous aussi hein, de proposer, hein, c'est par l'expérience qu'on peut avoir, justement, avec FreshMind, on est déployé dans plusieurs endroits, à proposer aussi, à anticiper aussi pour éviter les redondances, les points qui sont non utilisés. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les early adopters, comme on dit, hein, les premières villes qui avaient déployé des bornes, aujourd'hui les bornes sont plus aux normes et plus assez performantes. Donc c'est des bornes qui ont été peu utilisées et qui se sont dégradées très vite. Donc souvent, en fait, il faut changer les anciennes bornes, les moderniser et ensuite densifier le réseau. Hein. C'est vraiment des projets qui souvent remplacent l'existant, puisque l'existant n'est plus adapté. Et enfin, vous avez des véhicules qui peuvent être adaptés à la recharge très rapide et d'autres qui ne le sont pas encore. Hein. On a donc aussi sur les autoroutes des questions aussi, quand vous passez 150, 200, 300 kilovolts, voilà, il faut que les gens aussi aient des véhicules adaptés pour pouvoir faire ces recharges-là. Voilà, donc tout ça va s'ajuster, hein, c'est normal, c'est un marché qui va très vite, très, très émergent. Et il faut qu'on arrive à optimiser effectivement ces réseaux. Et clairement, les villes et les métropoles c'est l'endroit, j'ai envie de dire, et les départements, hein, même au niveau des départements, où les schémas directeurs sont absolument essentiels. Mais pardon, juste un point qui est important, c'est qu'effectivement, il y a cette annonce 100 000 bornes. C'est très bien, c'est parfait, c'est un chiffre que tout le monde a retenu, ça marche très bien. Le vrai sujet, en fait, la vraie question, c'est qu'on voudrait qu'en 2030, on ait 5 à 10 millions de véhicules électriques sur la route. Donc la vraie question, c'est on veut charger. L'objectif, c'est pas de mettre 100 000 bornes. L'objectif, c'est de charger 10 millions de véhicules en 2030. C'est ça le vrai sujet, en fait. Et peu importe la façon dont on y arrive, et peu importe le nombre de prises et la tête qu'elles auront pour y arriver. Et si demain, on a une technologie de batterie qui fait que les batteries font 2000 km sans recharge, on aura besoin de moins de points de charge aussi. Tout ça joue ensemble. Le but, c'est recharger les voitures, quoi. C'est pas d'avoir X bornes. Oui, donc finalement c'est complexe parce qu'il y a la question de l'évolution des technologies, il y a la question du fait que c'est freiné en copropriété. Donc finalement la puissance publique doit un petit peu faire avec ça pour déployer là où il lui semble cohérent finalement de le faire. Est-ce que vous pensez que le fait d'inciter les acteurs à faire des schémas régionaux, des schémas directeurs, pardon, ça va changer vraiment les choses? Je pense qu'il faut avoir une vision globale. Oui, là, c'est une des responsabilités de la métropole que d'harmoniser la répartition de la gestion. C'est son rôle de gérer l'espace public et donc d'homogénéiser les choses. Je pense qu'effectivement, les collectivités doivent être partie prenante d'un schéma directeur. C'est ce qu'on essaye de faire. Si vous voulez, ce qu'on retient, c'est que l'élément quand même nouveau, c'est l'affirmation du marché de l'électrique au cours de ces dernières années, même de ces 2 dernières années, avec une augmentation considérable des immatriculations, une courbe qui a l'air d'être exponentielle, et la confirmation de ce marché va déployer des énergies et donc nous oblige d'autant plus à être attentifs à ce que, par exemple, il n'y ait pas 2 prises de bornes électriques qui fassent double emploi, à ce que les citoyens soient, et nous on fait ça avec les maires de quartier, hein, on n'implante pas une borne électrique sans que
les maires de quartier soient informés de ceci, que les conseils de quartier soient informés. Il y a une question d'acceptabilité qu'il faut considérer aussi. Et je pense que cette espèce de vision globale est absolument nécessaire. Et enfin, notre idée, c'est qu'il y a réellement une place pour le public et le privé là-dedans. Le public, enfin nous on a vécu ça sur Toulouse Métropole, a donné l'impulsion. Le privé est très bienvenu maintenant pour massifier les choses. Et je pense que cette conjonction des initiatives est le garant d'un succès dans l'avenir. Sur le sujet justement du partenariat entre le public et le privé, Madame Prévieux, vous l'évoquiez tout à l'heure, en fait il y a différents modèles contractuels qui peuvent exister. Qu'est-ce qui fait qu'on va plutôt partir sur un type de concession finalement, ou pas, ou que ça va rester totalement aux mains du territoire? Non, je pense que c'est les opportunités. C'est des initiatives d'appel à manifestation d'intérêt que les métropoles, d'ailleurs il y en a plusieurs qui les font. C'est la réponse à ces initiatives, ces appels à manifestation d'intérêt. Et puis c'est les circonstances qui font que les partenaires finalement se rencontrent et font affaire. Et le rôle de la métropole, c'est plutôt de mettre en contact et de faire le lien pour la réalisation de ces opérations-là. Après, la modalité exacte, je vous ai dit, nous, avec Toulibéo, on a fait une société de projet avec Bouygues d'un côté et puis la Caisse des dépôts et la Banque des territoires de l'autre. C'est une des options qui a été dictée par les circonstances, quoi. Pour vous, ces modalités, ce type de contrat, ça peut avoir une influence sur la bonne tenue des objectifs ou pas forcément? Alors, vu l'enjeu, en fait, on parlait des ZFE tout à l'heure, qui ont une vraie réalité, parce que derrière, il y a quand même la réalité d'une amende de la Commission européenne sur la qualité de l'air en France et qui retombera sur les métropoles. Donc, il y a un vrai enjeu là-dessus. Je pense que, alors, je ne suis pas un élu comme monsieur, mais je serais élu, j'aurais quand même envie vraiment de garder le plus possible la main sur le sujet et pas forcément de laisser entièrement le privé. Et pourtant, je suis entrepreneur. Je ne laisserai pas le privé prendre ça entièrement en main, quoi, très, très honnêtement. Parce que les sujets sont tellement structurants et on parle quand même de changer, avoir un impact sur les 50 ans qui viennent. C'est quand même ça l'ordre de grandeur. J'aurais bien gardé la main dessus si j'étais une puissance publique. Indépendamment du fait que ça coûte de l'argent, puisqu'effectivement, il faut financer les infrastructures dans ce cas. Et je ne sais pas, il ne nous reste plus beaucoup de temps, peut-être qu'on peut discuter de ce qu'il faut encore améliorer, on en a déjà un petit peu parlé, mais qu'est-ce qu'on peut faire là concrètement? Quels sont les points qui restent à améliorer, au-delà de ce qu'on a dit? Alors, le raccordement au réseau, ça reste très, 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 très compliqué. Pourquoi? Parce que c'est un sujet complexe, d'une part, et d'autre part, par construction, c'est un monopole, c'est un service public, c'est un monopole naturel, et donc c'est toujours géré de façon monopolistique. Pour vous dire ce que vous voulez, ça peut prendre du temps, du coup, de faire avancer le dossier. Ça, c'est un gros, gros sujet. Et après, dès que vous êtes dans l'existant, dans des villes en particulier, par exemple, je parlais l'exemple de la Neustadt impériale à Strasbourg, c'est classé à l'UNESCO. Vous doutez bien que le moindre truc que vous mettez sur le trottoir, il faut demander l'avis des architectes des bâtiments de France, ce qui est normal, mais vous mettez tout ça bout à bout, c'est très, très, très compliqué et ça prend du temps. Honnêtement, je ne vois pas très, très bien ce qu'on peut améliorer, à part peut-être, si possible, raccourcir les demandes de raccordement au réseau et les travaux qui sont faits au réseau électrique. Je pense à ça en particulier. Alors, peut-être une remarque quand même sur le mix énergétique. On parle du tout élec, là, mais c'est clair qu'on ne s'en sortira pas en passant tous les véhicules électriques. Le réseau, déjà, il a du mal, alors il aura encore plus de mal sur les raccordements, sur les coûts d'investissement. Donc là, c'est vrai que sur le véhicule léger, c'est parti très fort, parce qu'il y a des normes très importantes sur les constructeurs automobiles. Mais il faut garder à l'esprit qu'il faut aussi avoir du multi-énergie dans des flottes de véhicules. Pour les véhicules lourds, il y a des bus électriques, mais est-ce que c'est la meilleure solution? Est-ce que du bus à l'hydrogène, des bus au bio-GNV, ce n'est pas des solutions complémentaires aussi? Ça permet aussi d'équilibrer tout ce qu'on tire sur le réseau électrique. Tout ce qui n'est pas électrique peut être aussi décarboné avec des carburants qui sont plus adaptés sur les types de véhicules. Sur le véhicule utilitaire aussi, ça peut être une question. Est-ce qu'on passe tout à l'électrique ou est-ce que... il ne faut pas non plus, j'ai envie de dire, en se lançant dans le tout élec, après c'est coûteux. Les contribuables payent dans la facture d'électricité, les raccordements et les renforcements du réseau de distribution, c'est aussi un coût. Donc voilà, attention à être aussi mesuré sur ces sujets.
à un moment, et ça aussi, c'est le rôle des villes, hein, de choisir aussi dans leur flotte de bus de bennes à ordures, peut-être des carburants bas carbone, mais complémentaires, pour aussi ne pas avoir du tout élec, 100% élec à la fin, et avoir quand même des difficultés. Oui, ça c'est des questions auxquelles vous réfléchissez, j'imagine, sur le futur de la flotte. Oui, en fait, si vous voulez, en plus, ce que je rajouterais à ce que vous dites, c'est que les catalogues des constructeurs ne sont pas très fournis. Si on recherche des bennes électriques, et on a regardé ça, nous, en Toulouse Métropole, il n'y a pas un choix fantastique encore. De la même manière, les bus électriques Dans les côtes, elles ont du mal à monter. Hein, voilà. Donc, ça veut dire que même la réalité de la vie quotidienne et du renouvellement des flottes amène de toute façon à un mix énergétique. Toutefois, quand même, hein, ce mouvement vers l'électricité est un mouvement important, nouveau, et il nous faut l'accompagner. Je voudrais dire un mot sur la ZFE. Alors effectivement, je crois que c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, la ZFE, les ZFE sont des éléments qui changent la donne, dans la mesure où, il y a un objectif qui est un objectif sanitaire de réduction de la pollution, et ensuite, il y a cette incitation au changement de véhicule qui, on le voit nous à travers les aides que l'on donne aux particuliers pour changer de véhicule, qui fonctionne. Donc la ZFE, c'est clairement un accélérateur de changement de motorisation. Je pense que ça mérite d'être... C'est quand même, je crois, 43 villes en France qui sont concernées. C'est un élan national. Ça veut dire quand même que la voiture individuelle en ville, dans les 43 villes, va changer de motorisation quand même dans les années qui viennent. Il faut une sorte de couperet finalement. Écoutez, merci beaucoup. Oui, rapidement. C'est encore 2 minutes, hein, une conviction personnelle. Je pense que la solution de la charge en ville doit inclure de manière plus forte la charge rapide. Je pense que physiquement, mathématiquement, la borne Bélib, style Paris, a un défaut majeur, c'est que la durée du parking ne colle jamais avec la durée de recharge. Soit vous ne restez pas assez de temps parce que vous devez rester juste 1 heure, donc ça ne sert à rien. Soit sinon, vous avez le phénomène du véhicule ventouse qui reste plus de ce qui est nécessaire pour la charge, et donc le prochain citoyen, il ne pourra pas se charger. Sachant que je pense qu'économiquement, ça ne fait pas de sens d'en déployer plus qu'une pour 5, une borne publique pour 5 voitures. Ce n'est pas judicieux d'investir autant. Et ensuite, du côté du CPO, j'imagine que c'est mieux avoir des bornes concentrées, c'est mieux maintenable, on gère les vandalismes. Et donc, forcément, je suis sûr que les schémas directeurs des déploiements sur les villes, ils vont indiquer que la charge rapide sera plus présente qu'aujourd'hui. D'accord, mais je pense que de toute façon, il y a énormément d'enjeux sur la question, que ce soit technologique, d'usage, réglementaire, etc. On va devoir conclure malheureusement, mais merci beaucoup. Et je vous invite à rester pour la table ronde suivante qui portera sur les green tech qui accélèrent la transition des villes. Merci. Merci.